effectivement le colloque-là intitulé Exigence de justice. Ben, il n'y a pas de bail encore, on va commencer. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, ce que Garcin m'avait demandé et ce que Claudette m'avait demandé, c'est de faire, pas un témoignage parce que je ne suis pas un témoin, je participe un peu plus que ça, sur ce qui s'est passé pendant toutes ces années pour les syndicats, le regard que l'on peut avoir sur la justice vis-à-vis des actions syndicales et des syndicalistes, et plus particulièrement certainement de l'UGTG et de la CGTG, parce que plus on est engagé en tant que syndicat politiquement, plus on est réprimé, et il est vrai que les autres sont un peu moins confrontés aux instances judiciaires. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est un proverbe de La Fontaine, c'est une fable de La Fontaine, et je crois que c'est la fable, le proverbe français, pour caricaturer très vite, que j'ai le plus entendu Élie de Mottal dire depuis un certain nombre d'années, tant il est vrai que de la façon dont vous vous présentez ou dont on vous représente devant une instance judiciaire, ça sera déterminant sur la décision qui va intervenir. En Guadeloupe, comme dans d'autres pays, et plus particulièrement comme en Martinique et en Guyane, les anciennes îles prétendues colonisées, qui en réalité sont perpétuellement et particulièrement colonisées, on remarque que les syndicats, par la force des choses, ceux qui se sont engagés identitairement et culturellement, sont obligés de faire de la politique. Et ça, c'est mon point de vue personnel. Si l'on veut être entendu sur le terrain de la revendication, en droit du travail, ou être un contre-pouvoir contre le patronat, les pouvoirs béquets et les instances préfectorales et les organismes de tutelle d'État en général, il faut, à mon sens, être politisé sur nos territoires. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les procès auxquels on a assisté, mais de certains et de la façon dont les choses peuvent se tramer d'une façon assez linéaire et assez commune en réalité, parce qu'ils n'ont rien inventé, ils répètent toujours les mêmes schémas et les causes produisent toujours les mêmes effets. Régulièrement, les syndicalistes se font massacrer par les autorités judiciaires, et le terme n'est pas trop fort, je pense, et ils le sont parce qu'ils cristallisent une partie de l'opinion à un moment et qu'ils représentent une opinion à un moment et qu'il faut, à ce titre-là, les détruire. Alors, ça fonctionne de façon assez simple. Les dossiers des syndicalistes sont signalés, ils sont suivis par les chefs de cour. Et c'est pas ma consoeur Lynn qui va me contredire parce qu'elle est déjà intervenue bien avant moi et moi je suis intervenue avec eux un certain nombre de fois. Ce ne sont pas des dossiers de droit commun, ils sont suivis par les chefs de cour et pas n'importe lesquels, le procureur général, les présidents de tribunaux, première instance et cour d'appel, le parquet de la République. Même s'ils délèguent des juges, c'est une délégation de façade. Et il y a deux phases. Il y a la phase d'observation qui se traduit par une interpellation souvent musclée ou une convocation qui est tout aussi musclée, même si on s'y rend volontairement. Et la phase du procès, la mascarade, le grand théâtre judiciaire. Et il y a deux forces qui se mettent en présence, les forces de mobilisation,
puisque tout ça a lieu souvent dans le cadre d'une grève générale, d'un barrage ou de choses qui mobilisent l'attention de l'opinion publique. Et puis il y a une autre force qui se met en place, c'est la force d'État. Dans ces procès-là, les rues sont barrées sur des kilomètres incroyables. Ça indique le niveau du renseignement en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, et c'est d'ailleurs parfois assez risible et ridicule. On peut quadriller Pointe-à-Pitre pour un procès Gautier-Vaux, Lando, de Mota, Madassani. On peut faire ça. Et on le fait d'ailleurs. Alors, aussi, il faut savoir que les syndicalistes sont quasi systématiquement poursuivis, c'est-à-dire qu'ils sont du côté des prévenus, et ils sont très rarement entendus aussi quand ils ont des récriminations, parce qu'ils en ont, ils portent des doléances, ils présentent des requêtes, des plaintes, et là, c'est pas le même traitement. Le traitement qu'on leur assigne en tant que prévenu est exactement le même qu'on leur assigne en tant que partie civile, c'est qu'on les entend jamais. Alors, tout ça fonctionne en petit noyau, avec le patronat qui systématiquement fait siffler, sonne ces vassaux que sont les représentants de l'État français. Tout ça se met en place et on traduit en justice comme ça un certain nombre de syndicalistes parce qu'ils représentent une force sur le moment. Et dans ces conditions-là, on assiste au procès de Gautier-Vaux, par exemple. Commencer par Gautier-Vaux, parce que je vais donner des exemples concrets, sinon ça n'a pas un grand intérêt qu'on fasse une traduction juridique de tout ça. Gautier-Vaux, je l'ai défendu un certain nombre de fois. Ça a commencé tôt, hein. Gautier-Vaux en 99 est interpellé Manu Militari au cours d'un procès assez ubuesque. On le condamne à l'époque à 25 000 francs d'amende, ce qui vous indique ce que ça peut représenter, le fait de traduire un syndicaliste en justice pour des faits assez basiques, hein, des choses toutes bêtes comme de la dégradation, de l'outrage ou des délits de cet ordre-là. Et je me rappelle plus particulièrement d'un procès qui a lieu, sauf erreur de ma part, en 2010, où, encore une fois, Gautier-Vaux, dans l'exercice de son activité syndicale, a affaire avec la Chambre des métiers de Basse-Terre et va à un moment, avec des membres de son syndicat, bloquer une issue et va être poursuivi pour dégradation et autres broutilles. Et ce dont je me rappelle, c'est de l'expression de l'avocat général à ce procès en particulier qui dit à Gautier-Vaux: vous n'êtes pas un délinquant politique, monsieur Gautier-Vaux, vous êtes un délinquant de droit commun. Ce qui est absurde et qui est une insulte suprême, parce que si Gautier-Vaux n'était pas un syndicaliste et un homme qui était engagé dans l'action civile et dans l'action politique, on ne l'aurait certainement pas traduit pour des faits de dégradation et qu'il en soit à sa 3e ou 4e comparution devant un tribunal ou une cour d'appel française. Va avoir lieu pendant un certain nombre de temps, et je vais essayer de décanter les choses de façon à ce que vous les compreniez, un certain nombre de cristallisations, et il va y avoir en Guadeloupe, à cette période-là, ce qu'on va appeler l'affaire de la Sarah. Et je crois que Lynn était très présente avec nous sur ce dossier-là. Il s'agit en gros encore de l'UTPP, sauf erreur de ma part, le GTG section pétrolière, qui décide de dénoncer les actions de Total et plus généralement de son lieu de stockage pour caricaturer qui est la Sahara. Les choses vont dégénérer, il va y avoir un blocage et on va traduire en justice un certain nombre de personnes pour incendie criminel. Le peu. On va mettre en détention un certain nombre de personnes, Bourguignon et Louise, sauf erreur de ma part. On ira au procès quelques 5 ans, oh plus que ça, une bonne dizaine d'années après, nous devons être en 2005 au départ de tout ça. Et la montagne va
accoucher de cette magnifique souris. On va garder Michel Madassani, qui va être condamné pour violence volontaire en réunion tout seul, autrement dit, puisque les deux autres vont être relaxés, et pour avoir blessé avec une roche 17 gendarmes. C'est ça que la justice française est capable de faire. Elle est capable, de façon aussi inepte et absurde, de ne pas vouloir lâcher, de s'accrocher à des peccadilles pour que, vaille que vaille, ce qu'elle a dit au départ tienne. On partait d'un incendie criminel avec de la détention provisoire. Mais on se retrouve avec ce malheureux Madassani qui va écoper de quelques mois avec sursis pour avoir, on l'avait appelé la roche magique. Cette roche qui avait blessé 17 gendarmes dans la main d'un seul homme. C'est ça, les procès, c'est pour ça qu'on dit que c'est une mascarade et que c'est un vaste théâtre et que tout ça n'a pas beaucoup de sens et que du droit, le juridique est soi-disant leur arme, mais en réalité c'est du juridisme qu'ils font, ils font très peu de droit et très peu de juridique en réalité, et ils sont capables de maintenir l'incroyable et l'inconcevable pour démontrer qu'ils ont eu raison de déployer autant de force, autant de pouvoir, autant de moyens. C'est ce qu'ils vont faire avec Madassani encore, quand il va estimer que le 27 mai étant une date fondamentale pour nous Guadeloupéens, qu'il convient d'empêcher les enseignes de type McDonald's, puisque c'est d'eux dont on parle, de fermer ce jour-là, et ce qui est au départ rien d'autre qu'un, sur l'accusation, un petit délit d'entrave, qui va se transformer en quelque chose d'incroyable, de dégradation, de violence. Il va être incarcéré, là où personne ne le serait. Il va enclencher une grève de la faim, il va manquer mourir. Je crois que tu te rappelles de tout ça, Lynn. Voilà. C'est pour ça que tu étais venue aussi. Et il va être condamné de façon très symbolique à l'issue. Tout ça, ça vous démontre ce qui se passe à un moment, je le fais volontairement, avant ce qu'on va appeler le LKP 2009, parce qu'à mon avis, ça va amener un tournant dans l'action syndicale et en tout cas dans la représentation que l'État se fait de l'action syndicale et des représentants syndicaux, et plus particulièrement de certains d'entre eux, notamment Dorota, Lando et les autres qui, eux, vont payer un prix fort à ce moment-là. Lando, quand on est en 2009 et que la Guadeloupe tremble, la Guadeloupe dite d'en haut, hein, celle qui se représente comme étant en haut, elle tremble, elle a peur, le tribunal tremble, le procureur tremble, parce qu'il se passe une chose incroyable en 2009, c'est que la rue, et pas les syndicalistes uniquement, la rue, le peuple guadeloupéen investit ce qui reste sa maison, parce que le palais de justice n'appartient à aucun d'entre eux, c'est du domaine public et plus spécifiquement du département, un palais de justice, et donc ça appartient à chacun d'entre nous. Et l'idée que le palais de justice appartient à l'avocat général, au président du tribunal, c'est n'importe quoi. Le peuple guadeloupéen rentre dans le palais de justice et demande des comptes. Demande pourquoi, depuis tantôt, la justice a une telle représentation, elle est aussi injuste et elle a une telle représentation dans l'imaginaire du peuple qu'elle ne sert pas ce pourquoi elle est en réalité dévolue, c'est-à-dire rendre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ils vont trembler parce qu'ils vont être acculés, ils vont être ça va avoir lieu publiquement. Cette interpellation du procureur et du président du tribunal de l'époque va être filmée, puisque une chaîne privée va le faire, Canal 10, et va montrer à la Guadeloupe entière, en réalité, qui rend la justice et comment tout ça, finalement, devrait pas faire peur. Et alors là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, à mon avis, c'est que, après, quand le mouvement va s'essouffler, quand Jacques va mourir sous les balles, puisque c'est
la seule perte humaine qu'on ait à déplorer, c'est un militant de la CGTG. Après, l'affaire Binot, c'est encore autre chose. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué, qui a duré des années, qui a abouti à 2 procès sur un individu dont on ne savait pas vraiment ce qu'il faisait dans ces procès-là, en tout cas, qui va être acquitté en Guadeloupe, qui va être acquitté en appel à Paris. La réalité de tout ça, c'est que je crois que beaucoup savent comment Jacques est mort, mais personne ne le dit. Et la peur qui aura été ressentie à ce moment-là par les instances judiciaires de perdre la face et de perdre le pouvoir face au peuple guadeloupéen va se manifester par une vague de répression judiciaire sans faille. Lando va être poursuivi. Alors Lando va être poursuivi, par exemple, pour quelque chose que je vous raconte et qui peut paraître surréaliste. Un motard qui va en avoir assez des barrages, il faut que vous imaginiez ce qu'est la Guadeloupe en 2009. Pendant 44 jours, personne ne circule en Guadeloupe, sauf les forces de secours et les avocats, parce qu'il faut bien aller assurer les gardes à vue qu'ils font en nombre quand même. Et un motard va essayer de forcer un barrage, alors que toute la Guadeloupe est barrée, et va malheureusement, malencontreusement, foncer sur un barrage et mourir. Le procureur de la République de l'époque, qu'on connaît bien, puisqu'il œuvre à Nice en ce moment, et notamment je pense que le Negresco va être sa chute définitive, mais il avait sévi pendant des années en Guadeloupe, Monsieur Prêtre, va initier des poursuites contre Lando pour homicide involontaire. Parce qu'un motard a forcé un barrage du LKP. Mais ça va durer longtemps, ce procès en sorcellerie, pour aboutir, bien évidemment, à une relaxe. Mais ce procureur en particulier, que nous connaissons bien, parce qu'il nous a même fait juger à Paris, va être le bras armé d'un certain nombre de poursuites, et Lando va avoir comme ça, puisque Lando, à ce moment-là, est préconisé pour être secrétaire général de l'UGTJ. Il faut bien comprendre comment les choses se nouent et ce qui se passe. Ce procureur va traduire sans arrêt Lando devant la juridiction. Il va délivrer parfois dans une affaire, alors systématiquement contre le patronat. Lando est un homme qui défend les droits des salariés dans l'hôtellerie. Il va être opposé à M. Vion, à M. Vialcolé. On va lui reprocher des violences, des choses incroyables, et on va le juger un nombre incalculable de fois. Et à partir de ce moment-là, il va se jouer, alors que déjà l'action syndicale était déjà criminalisée et les syndicalistes étaient poursuivis, il va se jouer quelque chose d'incroyable, c'est systématiquement de vouloir avoir la peau judiciairement des syndicalistes. Lando va en payer le prix. Alors, je ne résiste pas à l'anecdote. À cette époque, nous sommes en fin 2009, figurez-vous que va arriver devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre une affaire nommée LKP 1, LKP 2, LKP 3 jusqu'à LKP 10. Pas d'identité, l'image même du procès en sorcellerie. L'idée que le LKP, ce diable, on va le juger, on ne lui donne pas d'identité parce qu'il faut quand même qu'on juge une personne physique, c'est quand même assez élémentaire. On va prendre des actes de poursuite contre des personnes susnommées LKP 1, LKP 2, LKP 3 jusqu'à LKP 10. Ils vont oser faire ça. Et nous, on va regarder tout ça en disant mais c'est pas possible, c'est jusqu'où on va aller dans ce pays-là, c'est incroyable. Et c'est dans cet état d'esprit que Lando va payer le prix, il va s'en sortir à chaque fois, notamment grâce à M. Prêtre, parce qu'il ne s'est pas rédigé des citations en justice. Au cours d'une affaire Vion notamment, il a dû s'y reprendre à 3 fois. Et c'est la cour d'appel qui l'a sauvé, parce qu'ils volent les uns au secours des autres. Et on va commencer à préparer le lit de Domota, parce que Domota, c'est quand même celui qu'il va falloir avoir au bout de tout ça, parce que c'est
c'est le Messie pour eux, c'est celui qui, dans le monde entier, a porté la parole, pas que de la Guadeloupe, je crois du peuple de la Caraïbe, et je crois que tous les insulaires caribéens se sont identifiés à Domota. Donc on va préparer le procès de Domota par un procès qui est assez absurde, celui d'un homme que personne ne connaît. C'est mon analyse hein, que je vous livre, hein. Elle est très personnelle, mais je pense qu'elle correspond à une certaine réalité, à une certaine expérience de tout ça. Il y a un homme qui travaille à BMW, et c'est volontairement que je parle de BMW, parce que Domota qu'on essayait d'avoir, surtout on l'aura sur cette affaire lamentable de BMW, qui s'appelle Choureau, Monsieur Choureau, et qui est représentant syndical à BMW. Et comme il dérange, il demande sans arrêt des élections du personnel, qu'on respecte la convention collective. Quand même, on ne peut pas demander à Monsieur Blandin de respecter la convention collective, on fait ce qu'on veut. On va le licencier, ce monsieur. Et comme on estime que ce n'est pas suffisamment fort, on va déposer contre lui une plainte avec constitution de partie civile, qui va être extraordinaire. Le juge va avoir tellement peur quand il va voir 5 avocats assister Monsieur Choureau qu'elle va oublier qu'elle n'a pas le droit de lui poser des questions, elle va le faire, tout ça va partir à la chambre de l'instruction. Bref, ça va se terminer par un non-lieu, mais le procès d'Omota est en germe. Parce que le procès d'Omota va partir de ce qui se passe à BMW et plus particulièrement de ce que l'UGTG dénonce, c'est que le patronat guadeloupéen ne respecte pas les conventions collectives et n'organise pas d'élections professionnelles et ne respecte pas les droits des travailleurs. Et pour aller demander des comptes à M. Blandin, Domota et ses camarades vont un jour se rendre à BMW et va avoir lieu cet échange qui va donner lieu au procès d'Omota qui sera poursuivi parce qu'il faut lui faire payer 2009 et ce que la France a eu peur de lui en 2009 pour des faits somme toute assez mesquins et assez peu dignes d'un homme comme Domota, des faits de violence volontaire pour une altercation verbale qui a lieu entre plusieurs personnes. Voilà ce que, depuis des années, l'État français prépare. Le procès d'Omota est un procès qui n'a rien d'intéressant au niveau des faits. Hein. On lui reproche volontairement des faits de droit commun parce qu'on veut le traiter comme un délinquant de droit commun, des faits de violence banale. Sauf que c'est tout sauf ça. C'est un procès au cours duquel on va se rendre compte que toutes les personnes qui sont interrogées sont des employés même de BMW, donc qui sont en lien de subordination avec M. Blandin, certaines même allant jusqu'à dire non, quand même, M. Domota, les personnes, quand même. Ils vont produire une bande vidéo de façon illégale, parce qu'on n'a pas le droit de produire des bandes vidéo si on n'a pas déjà demandé une autorisation à la préfecture pour enregistrer ce qui se passe dans une entreprise. Ils vont la produire et ça va servir de base, une preuve illégale va servir de base à l'accusation française. Ils vont, malgré tous leurs témoignages, considérer que tout cela tient. Ils vont avoir ce monsieur qui est prétendument avoir été frappé, qui n'est pas M. Blandin, parce que M. Blandin n'était pas là ce jour-là, qui va déposer une plainte, qui va retirer sa constitution de partie civile. Lui et son avocat vont disparaître du procès. Et au final, avec tout cela, ils vont estimer qu'ils peuvent condamner Élie Domota à 300 € d'amende. Tout ça pour ça. On va aller en appel. Alors, il y a un combat que les syndicats mènent depuis des années, c'est que la langue créole puisse être utilisée devant les tribunaux, non pas parce que ils ne savent pas parler français, mais parce que dans la revendication identitaire et culturelle, et parce que nous n'avons pas ratifié, mais nous avons signé, sauf erreur de ma part, la charte régionale des langues, le créole est dans notre patrimoine et nous devons pouvoir
en vertu de ce que dit la Cour européenne, nous exprimer dans notre langue devant les juridictions. Et ça fait 20 ans que ce combat-là est mené et c'est un combat fondamental. Et lors du procès Domota, eh bien, on va dire à M. Domota parler en français. Bien sûr, il ne va pas le faire. Donc, il va parler en créole. Elles vont acter qu'il parle en créole. Elles vont rien comprendre et il va être jugé en appel et il y a un pourvoi en cassation. La peine va être confirmée en appel à 300 €. Voilà un peu pour ce qui est de l'UGTG et de ses combats. Il y a un deuxième homme qui est identifié pendant les événements du LKP, c'est comme ça qu'ils appellent ça, les événements comme les événements de 67, alors que c'est un massacre, 67, ce ne sont pas des événements, c'est Jean-Marie Nomertin. Il y en a deux dont on se rappellera sur si on doit caricaturer les choses. Nomertin, lui, va être condamné pour avoir tenu des propos qui relèvent de la réalité historique, à savoir que la fortune des Despointes vienne de la traite et du travail négrier et de l'esclavage. Il va être condamné pour ça. D'abord, avec son syndicat, à 15 000 € d'amende, de dommages et intérêts, et à 50 000 €, 53 000 € de dommages et intérêts devant la cour d'appel. C'est pour vous dire comment il y a une partie qui est entendue et l'autre qui ne l'est pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les Despointes vont attaquer dans le même temps l'humanité, pour les mêmes faits, strictement les mêmes faits. Et à Paris, devant la 17e chambre correctionnelle, l'humanité va être relaxée. Et les Despointes vont renoncer en cause d'appel. Sauf que dans l'intervalle, la CGTG a même pensé qu'elle allait plonger financièrement en raison de cette condamnation à 50 000 €, ce qui n'est pas rien, les Despointes envoyant même un huissier pour exécuter tout cela. Dans le même temps, en 2016, vous allez avoir sur un barrage de la CGTG pour, pareil, des revendications sur les droits des salariés, un homme d'origine française qui va foncer avec un véhicule sur Jean-Marie Nomertin et sur un délégué syndical de la CGTG qui s'appelle Berlima, qui va les blesser, et particulièrement Berlima. Au cours de ce que je crois tout le monde a vu cette vidéo circuler sur les réseaux sociaux, un homme foncé sur un groupe de syndicalistes et les laisser pour mort ou pour blessés en tout cas, et il va lui être proposé à ce monsieur un passage devant le délégué du procureur, un plaidé coupable, on va lui proposer 1 an de prison avec sursis. Alors, on va monter un collectif, parce que, enfin, non, on ne va pas monter un collectif, le collectif va revenir, va plaider sur ce dossier en refusant d'homologuer, et ce dossier ira devant le tribunal correctionnel, et là il sera condamné pas à grand chose, mais il s'y attendait quand même pas, à 2 ans, dont 1 an avec sursis, il va faire appel. Donc là on est en appel. La CGTG a, comme l'UGTG, dénoncé les méthodes du patronat en Guadeloupe et le fait que les travailleurs subissaient des conditions de travail. La CG particulièrement sur les plantations bananières, dans des conditions épouvantables, pas seulement avec le chlordécone, je sais qu'on va aussi parler de tout ça, mais y compris sur des conditions de travail qui n'ont rien à envier aux conditions que leurs ancêtres, puisque c'est comme ça qu'ils qualifient nos ancêtres, pouvaient se voir supporter à l'époque, c'est-à-dire que c'est de l'esclavage, sans matériel de protection, avec des rythmes horaires incroyables, et il va même y avoir un rapport de l'inspection du travail qui va dire que nous sommes dans des situations de travail quasi esclavagistes et incroyables et qui ne peuvent pas être imposées à des travailleurs et à des êtres humains. On va avoir le plus grand mal à entendre la CGTG sur ce point, et il va falloir qu'il y ait un accident du travail, c'est-à-dire qu'un homme meure sur une plantation bananière pour qu'il y ait un procès et que le débat puisse s'ouvrir sur ces questions-là.
ce que je veux vous dire, c'est que de tout temps, en Guadeloupe et ailleurs, les syndicats ont été là pour faire le contrepoids, être un contre-pouvoir politique et dire que si nos ancêtres se sont bagarrés, ce n'est pas pour que aujourd'hui, en 2005, en 2010, en 2015, en 2020, les choses puissent se passer comme en temps serein et que tout ça puisse être entériné par l'État français comme si tout était normal. En Guadeloupe, comme ailleurs, il faut que les choses s'exercent de façon juste. Je ne parle même pas de démocratie parce que ça c'est un concept qui est totalement virtuel et qui est un concept occidental. Mais il faut que les choses soient exercées de façon juste et que l'on puisse avoir le sentiment que ce qui se passe correspond à la réalité du pays. C'est tellement pas vrai que quand on a eu fini de poursuivre les syndicats, on a poursuivi leurs avocats. Beaucoup de mes confrères ont été poursuivis en leur temps à des périodes charnières à chaque fois. Le bâtonnier Rod a été poursuivi après les événements de 67. Il a été jugé devant la Cour de justice. Il a été acquitté. C'était un plaisir de parler avec le bâtonnier Rod qui nous racontait son interpellation avec 600 gendarmes. Je ne sais pas si c'est vrai, ça c'était le bâtonnier Rod, mais ce qui est vrai, c'est qu'il avait vécu quelque chose d'incroyable et son embastillement, pour le nommer. Le bâtonnier Azlin a été poursuivi dans les années 85 parce que, à ce moment-là, on est encore à une période charnière. C'est le moment où la revendication nationaliste se fait fort en Guadeloupe. La revendication indépendantiste se fait forte en Guadeloupe. On est au moment des procès Renette, etc. et tout cela. Et le bâtonnier Azlin arbore avec une pancarte ce qu'il pense, c'est que son pays doit être libre. Il va gagner devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il faudra qu'il aille jusque-là. Notre confrère Durimel va être poursuivi très peu avant les événements de 2009. Il va de la même façon être mis hors de cause. Et plus récemment, le procureur dont je vous parlais, le procureur prêtre, va initier des poursuites contre Patrice Tacita, contre un journaliste de Guadeloupe Première, puisqu'il y en a, qui ont le courage de dire un certain nombre de choses, et contre moi-même, et on nous jugera à Paris, parce qu'on estimera qu'on ne peut pas être jugé en Guadeloupe, parce que comme nous sommes trop dans la population guadeloupéenne, on va créer un concept incroyable qui est l'ordre public local. Et on va dire déportez-les-moi, parce que si on les juge en dehors de leur pays, ils seront en dehors de leur force. Ils vont avoir tort, parce qu'on va avoir affaire à des magistrats à Paris qui vont faire du droit et on va être relaxés tous les trois. Alors si je vous dis ça, c'est pas pour vous parler de nous, ça n'a aucun intérêt, c'est pour vous dire jusqu'où ça peut aller, parce que les syndicats aujourd'hui, encore plus qu'avant, ont pris la place des politiques, parce qu'il fallait bien que quelqu'un la prenne, parce qu'il faut parler des Sargasses, il faut parler du CHU, il faut parler du chlordécone, il faut parler du scandale de l'eau en Guadeloupe, il faut parler du scandale des terres qui se sont transmises sans aucun acte de génération en génération parce qu'il a fallu indemniser les uns pour la perte de main-d'œuvre corvéable et facile qu'était l'esclavage des autres. Voilà les scandales auxquels on est confronté aujourd'hui en Guadeloupe et voilà ce que les syndicalistes font. Parce que les politiques, quand ils ne capitulent pas, parce qu'ils n'ont pas le courage de dénoncer, ont largement participé à tout cela. Alors il faut bien les museler, ces nègres-là. Il faut bien qu'ils se taisent et il faut bien qu'on continue à empoisonner tranquillement, à laisser boire de l'eau dans des canalisations pourries, à laisser des terres à ceux qui nous ont dépouillés et à finalement les laisser crever parce qu'on peut dépenser des milliards quasiment, on était pas loin de ça pour la cathédrale Notre-Dame, quand certains
de nos politiques qui ont oublié que le crime de l'esclavage est un crime papal, quand ils ont oublié que c'est un crime catholique, à l'origine, on dit « Eh bien, moi, je vais y aller de mes deniers personnels. » Aucun d'entre eux n'a dit « Je vais donner de l'argent pour le CHU, je vais donner de l'argent pour l'eau, je vais donner de l'argent pour les sargasses et j'en passe et des meilleurs. » Donc ceux-là même qui ont pris le rôle qui n'était pas le leur, mais qui sont obligés de le faire, parce qu'il faut bien que quelqu'un se dresse et dise que ça n'est pas possible de vivre dans ces conditions-là, eh bien ils en payent le prix. Et ils en payent un prix d'autant plus fort qu'en 2009, ils ont fait peur. En 2009, ceux qui nous ont occupés, colonisés, assaillis, se sont sentis en danger et se sont sentis pour la première fois depuis longtemps en terre étrangère. Ils n'étaient plus en pays conquis parce que nous étions 80 000 dans les rues et que le rapport de force était inversé. Et ça, il faut le payer. Alors il faut le payer par, depuis 2009, 108 convocations en justice pour les syndicalistes UGTG, CGT. Si on fait un rapport de comparaison avec la France, ça voudrait dire que depuis 2009, il y aurait eu en France 15 000 procès de syndicalistes. Rendez-vous compte de la proportion énorme que c'est. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, parfois, et c'est la loi du débat, de ne pas être d'accord toujours avec ce que disent les syndicalistes et même d'opposer son opinion et d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais il est une chose certaine, c'est que dans l'île qui est la mienne, dans le pays Guadeloupe dans lequel je vis aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu ces hommes-là pour se lever et pour dire encore ce que les politiques ne disent pas, je crois que nous serions dans une situation encore bien pire que celle que nous connaissons aujourd'hui. Leve com chapéu.